Bienvenue dans Charge Positive, le podcast qui vous aide à recalibrer vos intuitions et à entrevoir des futurs optimistes parfois bien cachés derrière des peurs ou des idées reçues trop souvent fausses. Il est facile de perdre de vue que nous sommes à un âge d'or de l'humanité et plus encore d'imaginer que le plus beau reste à venir. Avec mon ami Martin Charpentier, passionné de tech et entrepreneur depuis une douzaine d'années, ainsi que mon ami Tim Soré, créateur du studio de jeux vidéo Hot Tales, nous avons décidé de vous parler de tous ces sujets qui nous passionnent. Quant à moi, je suis Benjamin Code, youtubeur tech, développeur web, et j'ai l'immense plaisir d'être votre hôte pendant ce podcast hebdomadaire qui nous tient tant à cœur. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Bonjour les gars, qu'est-ce que ça me fait plaisir de vous retrouver comme chaque semaine, quel bonheur. Bonjour. Hello. Alors comme chaque semaine, et première nouvelle, ça va plus être comme chaque semaine, ça va être comme chaque 2 semaines, vu qu'on va passer sur un bimensuel plutôt. Oui. Parce que Tim, il est tout le temps malade. On peut jamais c'est surtout que on a des entreprises à Londres et il supporte pas le. C'est-à-dire qu'on a pris en compte la faiblesse des gens qui constituent l'équipe, la core team de ce podcast, et on a recalibré le calendrier de sortie de ce podcast. Donc du coup, un épisode toutes les 2 semaines. J'aimerais qu'on célèbre maintenant notre premier commentaire. Tim, il a même pas pu se défendre. Hein. Bravo. Non, il n'y aura pas de défense. C'est très bien enchaîné. J'enchaîne tout et après vous défendez, vous revenez en vrac sur tous les sujets qu'on a abordés. On célèbre le premier commentaire sur Spotify, les gars. Je suis sûr que vous n'avez même pas vu passer. Vas-y. Je vais vous le lire. Il dit, déjà c'est Rafafus qui le dit il y a 8 jours sur la vidéo sur l'Europe de la prudence à l'audace. Il dit merci, j'apprends les gars. Ah, c'est cool. alors c'est liminaire par contre. Je peux vous dire, c'est mon papa. Non. Arrête. Oh non, mais ça rue, mais fallait pas nous. Mais non, mais c'est rêver. Oui, c'est bien, mais du coup c'est trop facile quoi. Ah mais merde, mais c'est trop, pas merde dans le sens c'est chiant, mais merde, j'ai répondu du coup à ton père, je lui ai dit de rien amigo, donc excuse-moi Tim si j'étais un peu un peu trop friendly avec ton père. De rien amigo, ravi de l'entendre, moi aussi j'apprends pendant ces podcasts, Benjamin. Parce que oui, je suis ici à bonne école les gars, je suis heureux d'être entouré par vous et de me nourrir de la sève de votre savoir. Incroyable. Allons-y. C'est empoulé. Allons-y, on a beaucoup de savoir aujourd'hui à partager, donc let's go. À fond. Martin, tu m'as fait rire là, tu viens de me dire c'est empoulé, c'est comme ça de tout temps à jamais que tu m'as défini de toute manière depuis qu'on se connaît. Oui. Parce que à une époque, tu étais empoulé tout le temps, tu faisais des phrases longues. Mais j'ai rien changé à tout ça, c'est tout pareil, je pense. Si. Ah bon ? Amélioré, ouais, c'est beaucoup moins pénible maintenant. C'était pénible avant. Non, c'était pas pénible, mais c'était bizarre des fois. Anyway, non, pardon, c'est cool, c'est très cool. Bon, t'as le droit d'être charge négative, si c'est à mon encontre, ça va. Tout se passe bien. Ça c'était le moment de Martin, comme d'hab. Tim, est-ce que tu as des news, toi ? Est-ce que tu as des choses ? Parce qu'on t'a un peu bloqué, on t'a interdit de parler pendant les 2 ou 3 premiers échanges de ce podcast. Est-ce que tu veux célébrer quelque chose ? Cette semaine, on va présenter un peu des news un peu intéressantes et positives. Et puis voilà, moi je veux bien commencer, si vous voulez, par parler du prix Nobel. C'est quand même assez intéressant. Ouais, alors attendez, avant qu'on parle du prix Nobel, tout ça, juste que je fasse part à nos auditeurs du concept du podcast aujourd'hui. On appelle ça le September Dump ou le October Dump, peu importe. On revient un petit peu chacun sur une ou 2 actualités qui nous ont particulièrement touchés, marqués, recalibrés ou fait réfléchir durant ce mois-là qui est passé. Et on se le présente à chacun et on réagit un petit peu dessus. C'est ça ? J'ai bien expliqué le bazar ? Ouais, très bien. Voilà. Et Tim voulait commencer du coup avec effectivement un truc d'assez cool sur le prix Nobel. Tim, la parole est à toi. Fais-toi plaisir. Eh bien, il se trouve que le prix Nobel de chimie vient d'être attribué à Demis Hassabis et John Jumper. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Demis Hassabis, c'est le fondateur de DeepMind, donc chez Google, qui s'occupe de l'intelligence artificielle, et ça fait 20 ans qu'il travaille sur une IA qui s'appelle AlphaFold. Et le but, c'est d'apprendre à plier des protéines pour trouver en fait quelles protéines sont possibles. Les protéines, c'est un peu les briques de la vie sur Terre. Et donc, en apprenant à plier des protéines de façon plausible, on peut découvrir des protéines qui n'existent même pas dans la nature. On peut découvrir des médicaments, on peut découvrir
des tas de choses qui peuvent nous aider. On peut par exemple trouver une protéine qui va spécifiquement targeter le diabète par exemple, ou qui peut réagir spécifiquement, je sais pas, à telle molécule ou telle molécule pour la capturer ou pour l'enlever du système. Enfin, c'est vraiment fascinant ce qu'on peut faire avec. Et donc, je trouve ça intéressant de voir que le prix de chimie cette année a pas été donné à des chimistes en fait. Ça a été donné à des ingénieurs, des computer scientists, on appelle ça en anglais. Alors, comment on dit ça en français? Des ingénieurs informaticiens. Des ingénieurs informaticiens. Oui, excuse-moi. Voilà. Et du coup, c'est assez intéressant. Ça montre bien à quel point l'IA, c'est ce qu'on appelle une general purpose technology. Oh là là, je fais que des anglicismes, c'est terrible. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce prix Nobel de chimie, il n'est pas allé à des chimistes, il est allé à des ingénieurs en informatique, donc des gens qui ont conçu des programmes et des algorithmes. Et ça montre bien pour moi que l'IA, c'est ce qu'on appelle une general purpose technology, donc une technologie qui a un propos global, qui touche à tout en fait. C'est comme l'électricité. Quand l'électricité arrive, ça change absolument toutes les industries, tous les domaines, et il n'y a rien qui n'est pas impacté par l'électricité, que ce soit le transport, la santé, la guerre, enfin tout est affecté par une technologie globale comme ça. Et donc l'IA, on voit bien qu'elle arrive, et les gens qui font l'IA maintenant chopent des prix Nobel de chimie, donc en dehors de leur domaine. Et c'est quelque chose d'assez fascinant. Et est-ce que ça fait du bruit, ça, que le prix Nobel de chimie était décerné à justement à des pontes de l'IA? Il n'y en a pas eu qui ont levé le bouclier en mode... Si. Ouais, il y a quand même eu... j'imagine. Oui, justement, il y a pas mal de gens qui sont dans le domaine qui trouvent qu'ils n'auraient pas dû recevoir un prix de chimie parce qu'ils n'ont pas fait de la chimie. Ils ont créé un outil qui permet de trouver de la chimie. C'est-à-dire, ils ont créé une IA qui, elle, trouve... Ouais. Mais si cet outil révolutionne le monde de la chimie, en vrai... Exactement. En fait, ils ont créé une IA qui, en quelques minutes, fait de la recherche qui prenait des années avant. Ouais. En quelques minutes. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc, du coup, oui, forcément, ça mérite un prix. Mais c'est vrai que je comprends que c'est difficile à avaler pour des humains qui travaillent des années sur des projets et qui voient juste un algorithme sortir, faire le travail à leur place et récolter les lauriers derrière. Je comprends. Mais après, ces mêmes humains, ils sont tout à fait conscients du potentiel aussi de la création. Donc, ils doivent nécessairement aussi voir que quand même, l'air de rien... Bien sûr, le bénéfice à l'humanité, il est incontestable. Donc, je pense que globalement, ça ira. C'est pas un gros scandale non plus. Mais j'ai vu quelques gens râler un petit peu comme ça à gauche à droite. Ouais. Il y en aura toujours. Non. Donc, bravo à lui. C'était quoi son prénom déjà? Il avait un nom un peu à rallonge, un peu complexe. Demi Hassabis. C'est le CEO de DeepMind, donc qui est chez Google. Ouais. Mais bravo à lui. Il a fait un discours, il y a un truc un peu stylé autour de ça ou... Il y a une page, si vous tapez Nobel Prize in Chemistry, vous trouverez un article de Google DeepMind qui en parle, qui va dans le détail de ce que fait AlphaFold. Et voilà, AlphaFold, il faut bien comprendre, c'est une technologie qui va complètement révolutionner le monde au même titre que CRISPR à l'époque. CRISPR, c'est les fameux ciseaux qui permettent d'éditer l'ADN, de le lire, de le copier, d'écrire dedans. De la même façon, là, le fait qu'on puisse trouver des protéines à volonté, ça change absolument tout pour la recherche, la mise au point de médicaments, traitement de cancer, un de ces quatre. À nouveau, on peut très bien imaginer trouver une protéine qui va spécifiquement target les cellules cancéreuses, des choses comme ça, qui réagissent ou qui sont capables de détecter. Enfin, il y a mille façons d'utiliser ça comme outil. Donc AlphaFold, potentiellement un énorme bond pour l'humanité et potentiellement des applications incroyables à venir très promptement, dans les prochaines années. C'est une histoire de mois, mais de toute façon, je crois même qu'il y a déjà des choses en circulation qui viennent d'AlphaFold, mais de toute façon, oui, littéralement tous les labos du monde aujourd'hui, ils sont passés. Donc, Fabuleux. Incroyable. J'ai hâte de me documenter un peu sur AlphaFold et des potentielles choses que ça peut amener au monde. C'est... Comme toutes ces révolutions, je suis toujours hyper excité par les retombées potentielles sur le monde et ouais, c'est vraiment un truc qui me passionne et on manque un petit peu de littérature sur tout ce genre de trucs, sur tous ces bienfaits qui sont en préparation, tu sais, sur ces trucs que les chercheurs sont en train de couver, tu vois, ils bossent dessus et tout, et on manque un peu de vision là-dessus, c'est dommage. Je suis d'accord, et d'ailleurs tu vois, je regarde en même temps pour me renseigner, et effectivement donc AlphaFold est utilisé par 2 millions de scientifiques et de chercheurs dans 190 pays. En même temps donc, alors que c'est sorti en 2021. Adoption de porc, quoi. C'est-à-dire 2021, et on a déjà 2 millions de scientifiques dans le monde et de rechercheurs qui l'utilisent. Donc c'est vraiment, comme je disais, tous les labos l'utilisent déjà. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui a complètement changé. Un prix Nobel. Oui, largement. Ça,
littéralement changer l'humanité. Donc, oui. Impressionnant. Trop cool. Waouh. On peut rebondir comment là-dessus Martin, est-ce que t'as un prix Nobel dans ton carton là? Est-ce que tu veux nous parler d'un truc de zinzin? Non, j'ai pas de prix Nobel. Et en fait, c'est en début de semaine, je suis tombé sur une vidéo sur YouTube qui m'a fait découvrir un concept qui s'appelle la neutralité climatique, que je connaissais pas. Et que j'ai un peu un peu le sujet, et si vous voulez, je vous en parle, et vous allez voir, il y a pas mal d'implications intéressantes. Avec plaisir, et ça me permettra de rebondir sur mon propre sujet qui a aussi un lien avec le climat et l'écologie, etc. Donc j'ai l'impression que le plan de ce podcast se dessine sous nos yeux, c'est absolument merveilleux. Martin, je t'en prie, la parole est à toi. Ouais, ok. En gros, le principe de la neutralité climatique, c'est l'idée d'équilibrer les émissions et les puits de carbone. C'est un petit peu avoir en opposition à ce qu'on appelle, et qui est beaucoup plus mainstream et connu, qui est la décarbonation. La décarbonation, vous avez déjà entendu parler de fermes qui captent le carbone, on enfouit ça sous terre, on fait des puits de carbone, etc., etc., pour qu'il y ait moins de carbone dans l'atmosphère. Sauf que le problème, c'est que de faire ça, c'est pas forcément vertueux. L'intérêt de la neutralité climatique, c'est que c'est un cycle. Alors que la décarbonation, c'est pas un cycle, c'est une fin. Et donc, pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne, je vais prendre le cas il y a plusieurs industries qui sont très concernées par la neutralité climatique, mais je vais prendre l'aviation, si vous le voulez bien. Et ça nous permet de découvrir un autre truc en même temps. Tu vois, je fais un combo qui est les e-fuels. Les e-fuels, ce sont des carburants entièrement synthétiques. Vous connaissez très certainement déjà les e-fuels type à base de colza, de soja, là, tout ça, cette merde-là. Bon, ça, globalement, c'est un peu de la merde. On plante shitload de colza, on le récolte, on en fait du fuel. Pour le récolter, on utilise du fuel, on mobilise des terres arables. Enfin bon, c'est pas du tout de ça dont je veux parler. Donc, les e-fuels qui nous intéressent, ce sont des e-fuels qui sont produits de manière artificielle à base de carbone, de CO2 qu'on capterait dans l'atmosphère. Je prends l'exemple d'un avion. Imaginez qu'il y a un seul avion au monde, pour faire simple. Cet avion, il fait Paris-New York. Okay. Pour son premier trajet, on est obligé d'utiliser du carburant dit fossile, qui n'est pas un e-fuel. Okay. Donc on utilise du kérosène, on a raffiné ce kérosène qu'on a pris dans la terre, qui est fait à base de dinosaures fossilisés, impeccable. Il fait son trajet, donc il a pollué. Il a émis du CO2 dans l'atmosphère. L'intérêt d'une usine à e-fuel, c'est qu'elle va être capable de capter ce CO2. Je peux vous donner, si vous voulez, le processus un peu rapidement de fabrication. On va utiliser de l'eau qu'on électrolyse pour extraire de l'hydrogène. L'hydrogène, on le combine avec du CO2 qu'on a capté, soit à travers directement des fermes de captation, ces ventilateurs qui captent du CO2, et on combine ça et ça fait un e-fuel. Okay. Donc cet e-fuel qu'on a nouvellement créé, qu'on a nouvellement créé théoriquement, dans mon exemple très simple, à partir du CO2 émis par l'avion lui-même, on va le réinjecter dans l'avion. Ce qui fait que l'avion, virtuellement, pourrait faire des trajets. Ça marche, c'est pas aussi simple que ça, et ça reste polluant, mais beaucoup moins, pourrait faire des trajets à l'infini en utilisant à chaque fois un e-fuel produit à base du CO2 qu'il aurait lui-même émis. Voilà, ça me fait penser, tu sais, quand t'as un avion de baudruche, que tu souffles dedans et que tu respires après ce que tu as soufflé dedans, tu sais, et comme ça, tu peux aller sous l'eau et t'as énergie illimitée. Il y a bien un moment où tu vas crever. Donc pour l'instant, ton truc de e-fuel. Déjà que mon exemple, il est un peu. Déjà que mon exemple est un petit peu. Il y a un avion sur Terre qui fait pas New York. Mais non, mais c'est pour faire l'exemple. Non, mais maintenant que tu mets ça. Alors, regarde, maintenant que tu as compris avec le ballon de baudruche, imagine que tu fais ça sur toute l'aviation mondiale. C'est-à-dire que tout le CO2 émis par les avions, plus par les bateaux, plus par ta connerie, et ben en fait, il va être capté. Il y a déjà, en fait, ce qu'on sait assez bien faire, c'est capter du carbone et l'enfouir dans des puits. Ce qui est une démarche qui est un peu débile, quoi. Parce que on pourrait utiliser ce carbone
à travers des technologies qui sont encore naissantes pour créer du carburant non pas fossile mais du e-fuel et qui permettrait de rendre fonctionnelles des industries qui ne peuvent pas par définition être complètement décarbonées ou électrifiées. L'avion, c'est pas possible. Moi, maintenant, question, Martin. Oui. C'est qu'avec, du coup, enfin, tu pars avec 1 tonne de kérosène, par exemple, je dis 1 tonne, hein, c'est probablement beaucoup plus. Prends un ballon de baudruche de kérosène. Pour ça, ce sera tu pars avec un ballon de baudruche de kérosène, tu fais voler ton avion, mais après, je pense pas qu'avec le e-fuel que tu produis à partir de ce un ballon de baudruche, tu as l'équivalent pour faire le retour. Ça me semble impossible. Tu peux pas avoir un rendement de 1 à 1 comme ça sur un truc recyclé. Non, pour faire du e-fuel, tu as besoin du carbone et de l'eau et une source d'énergie. Ouais. L'intérêt des e-fuels, et ça c'est vachement intéressant, exactement comme le Bitcoin, les usines à e-fuel, elles sont hyper adaptées pour utiliser de l'énergie intermittente, type éolienne, centrale solaire, etc. Donc du renouvelable. Donc en fait, on trouverait enfin une vocation à ces moulins à vent pas possibles qui rendent extrêmement complexe le réseau électrique, la grid, on va pas rentrer dans ce sujet, mais c'est inefficient au possible. On est obligé de compléter avec du gaz et du carbone comme les Allemands et d'autres pays. Et c'est pareil, c'est une aberration. Ce que tu veux dire, c'est que dès qu'il y a un surplus, en fait, il y aurait moyen de l'utiliser. Voilà. Bah, dès qu'il y a un surplus, tu l'utilises et tu fais tourner tes usines à e-fuel. Et elles captent et donc si par ailleurs tu as des usines de captation de carbone qui permettent d'amener ce carbone dans ces usines-là, etc. En gros, tu crées un cycle industriel vertueux. Le problème... Ouais, vas-y. Est-ce qu'on a une idée du taux de conversion ? Enfin, du taux, par exemple, tu vois, l'hydrogène, je sais que c'est souvent vendu comme une solution. Et en vrai, mais l'hydrogène, c'est un peu merdique, hein. Voilà, parce que le taux de perte énergétique est énorme, parce qu'il faut compresser l'hydrogène, etc. Enfin, il y a tout un truc. Je me doutais qu'il y aura un de vous deux qui me casserait les pieds avec l'hydrogène. Le gros problème de l'hydrogène, c'est que tu dois le stocker dans des réservoirs à moins de 153 degrés, que ça prend énormément de volume. Alors après, c'est hyper dense en énergie, mais du coup, en fait, personne s'en sert. Est-ce qu'on se retrouve dans des problématiques un peu similaires ? C'est-à-dire que est-ce que le taux de conversion, tu vois, il est viable ou est-ce qu'on ne sait pas encore, ou est-ce que c'est encore de la recherche en cours ? T'as encore de la recherche, t'as pas beaucoup d'usines, t'as pas beaucoup de pays, mais t'as quand même des leaders industriels comme Porsche ou je crois qui a des très grosses usines. En gros, au Chili, je crois que t'as la plus grosse usine qui s'appelle Haru Oni. C'est Siemens Energy, Porsche, AME et Enel Green Power qui font ça. Et en gros, je crois, alors je n'ai pas de source sûre, mais de me souvenir qu'en plus le Chili, comme par hasard, a beaucoup de barrages, de renouvelables, d'hydroélectricité, et donc est plutôt pas mal adapté pour pouvoir créer ces types d'e-fuel. Mais ce qui est vachement bien, c'est que, et c'est je reboucle au final sur mon sujet de base, c'est que la neutralité climatique, c'est beaucoup plus important que la décarbonation. Parce que la décarbonation, ça vient avec tout un tas d'effets un peu... ralentissement. Ben non, mais en gros, si tu peux exactement comme dans les centrales nucléaires, tu peux réutiliser le combustible qui a été utilisé dans la première génération, dans la deuxième, puis dans la troisième, certes avec une déperdition évidente. Si tu peux faire la même chose en utilisant la captation de carbone issue de l'émission de carburants fossiles, tu étends de manière extrêmement longue ta capacité à utiliser des technologies qui ne peuvent pas utiliser autre chose que du fuel, du carburant liquide à base de carbone. Et ça, c'est un truc, je suis tombé dessus, je me suis dit, waouh, ça c'est super intéressant. J'en avais jamais entendu parler. Et donc, voilà, je me suis dit... Ça me fait penser, du coup, à deux effets long terme. Est-ce que, du coup, en gros, ça donne une deuxième vie, du coup, à tous les fossiles qu'il y a sur Terre. C'est-à-dire que, puisque d'un coup, on peut les récupérer, les réutiliser... Mais pas une deuxième vie. Une deuxième, une troisième, une quatrième, parce selon la déperdition. Mais oui, t'as raison. Non, mais il y a forcément une déperdition, il y a un truc, je pense pas qu'on puisse le réutiliser en rendement 1-1. Ce qui te pose problème, je te le reformule, c'est que il est évident que le carbone émis,
Oui. n'est pas équivalent à l'énergie. Oui. Tu prends pas juste le carbone et tu Et le après, mets tu le produis avec de l'énergie dois faire- extérieure Tu qui rajoutes vient... de l'hydrogène. I know. Voilà. I know. Donc, si tu veux, ce qui fait tourner l'avion au final, là, on est dans un truc, ce qui ferait tourner l'avion au final, c'est l'éolienne. Ouais, c'est toujours du e-fuel qui est toujours réutilisé comme ça finalement. Ouais, c'est le carbone dans l'air associé à ce surplus d'énergie qu'on peut pas réutiliser et qu'on ne sait pas quoi trop faire en ce moment, qui sort des grids et de toutes les énergies renouvelables qui produisent trop à un moment donné et plus un moment d'après. Ça, on peut enfin utiliser ce surplus d'énergie pour créer ce e-fuel et pour faire voler nos avions avec du e-fuel. Fine. Et du carbone dans l'air, on en a trop, on en a un chier partout, donc ça sera jamais le truc limitant pour créer le e-fuel. L'hydrogène, on en a aussi beaucoup avec la flotte, et donc oui, si on a l'énergie pour produire ça, c'est bon, c'est gagné, on vole à l'infini, Martin. Non, mais c'est pas gagné. Mais c'est pour montrer qu'il y a des opportunités pour, même pour l'aviation, qui est un truc assez dur. C'est indéfendable. Bon, mais après, moi, tous les gens qui chient sur l'aviation, je vois bien leur compte Instagram. Hein. Et on ne rentre pas. Ah oui, pardon. Ah non, surtout pas. Et ouh là là, j'ai failli. Moi, j'aime trop. J'ai failli croquer là, Attends, par contre. Bon, vas-y. J'aime trop, moi, toutes ces initiatives qui consistent à utiliser justement le surplus d'énergie que crée le renouvelable. Donc le Bitcoin, enfin le minage des cryptos, ça utilise bien ce genre de choses. Là, le e-fuel en l'occurrence, je lisais aussi cet après-midi là, qui sont en train de créer une sorte des fours immenses, justement, à base de juste de briques et de fils de fer, pour utiliser cette énergie de ouf pour faire chauffer des fours à 1500 degrés, et après ils redistribuent cette chaleur comme ça, ils acheminent cette chaleur là où on en a besoin dans l'industrie. Je trouve ça trop bien, j'adore toutes ces initiatives. Vas-y, je t'en prie, Tim. En vrai, je trouve que tu as raison. Ce serait bien si... je trouve que même si on s'arrêtait exactement à la quantité d'énergie qu'on a aujourd'hui, si juste on apprenait à mieux l'utiliser, mieux la répartir, ce serait hyper intéressant. Par exemple, c'est vrai que le fait qu'un chauffage, c'est l'énergie, tu vois, qu'on balance, mais on pourrait utiliser cette énergie en même temps pour calculer des choses, par exemple. Au lieu d'avoir juste du chauffage, si tout ça c'était des CPU qui tournaient toute la journée, tu vois, et qui te chauffent ta maison, ou il y aurait moyen en fait de fermer le circuit et de réutiliser tout ce qu'on a déjà de façon vachement plus optimisée. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. Martin, on te rend la parole, on t'a un peu coupé sur ta conclusion. Non, mais moi je vous coupe pas, vous me volez la vedette, mais bon, c'est... Voilà. On voulait juste surfer sur ce que tu disais, on est d'accord, on trouve ça alors, cool. En parlant de surf, j'ai super bien surfé surfé aujourd'hui. Et vous avez vu, j'ai changé ma planche derrière, j'en ai mis une qui est un peu plus grande, comme ça c'est un peu plus cool. Et voilà, bon, ça, parenthèse fermée. Donc, je voulais juste... Dernier truc, et là c'est là où je vais amener ma touche de négativité qui te plaît si peu, c'est que... Si Martin, il en faut un peu, c'est le yin et le yang, il faut toujours un petit peu de sel pour apprécier le poivre. Balance-nous ton Dark Martin là. Il y a un paradoxe qui freine en fait la production et le développement des e-fuels, c'est que aujourd'hui, et ça c'est encore un coup de la réglementation, c'est que aujourd'hui on favorise et on subventionne à mort la capture et le stockage du carbone, ce qui est vraiment un truc complètement débile, parce que on pourrait s'en servir pour faire pour faire de l'énergie, pour faire des choses, via des fuels, mais on va l'enfouir de manière définitive et on peut plus s'en servir. Donc c'est un petit peu dommage. Alors quand je dis on peut plus s'en servir, je sais pas si on peut pas revenir en arrière, mais normalement la manière de le capter fait que c'est plus adapté pour faire des fuels. Et donc comme d'hab, en fait, les politiques, la réglementation, ils ont pas de big picture. Et pourquoi ils font ça, selon moi, c'est parce que ils ont mis des objectifs comme d'hab, super bozo, en disant on doit arrêter l'utilisation de fuel, tu vois. Le but, c'est de réduire au maximum ça, tu vois. Et donc, forcément, ça laisse pas de place à des fuels qui, théoriquement, seraient beaucoup plus vertueux, puisque issus de la captation de carbone. Voilà. Et donc, j'ai pas creusé à mort, mais de ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de freins pour les industriels, parce que dans leur business model, s'ils ont des subventions
une énorme usine qui pollue beaucoup, elle va avoir plus intérêt à faire des initiatives de captation et de stockage que de captation et de production de e-fuel, puisqu'il n'y a aucun incentive. Une incentive, ça veut dire aucun avantage à produire des e-fuel. Et donc, encore une fois, on a un manque de vision au niveau des États. Et je finis par me poser la question de est-ce que ce millénaire-là, ces États vont survivre en étant aussi bozos. Ça a bien marché les 100 dernières années, super bien. Parce que les choses évoluent lentement, mais aujourd'hui tout évolue trop vite et on est tout le temps à la traîne. C'est ça le problème, parce que en soi les lois qu'ils ont eu du temps à mettre en place sur un monde qui n'évoluait pas, bon, celles-là elles marchent bien ces lois, mais les lois qu'ils mettent en place aujourd'hui, qui ont déjà 5 ans de retard au moment où elles sortent, c'est chiant. Enfin, c'est compliqué. Ça favorise pas non, mais c'est l'innovation. possible. Enfin, moi je suis assez d'accord avec toi, Martin, parce que à l'époque, on avait des pharaons, on avait des empires, on avait des royaumes, on avait des empereurs et des monarques. Et voilà, c'est pas dit que l'État-nation est une structure qui survive pour organiser la vie humaine. C'est possible qu'on trouve mieux pour se structurer, s'organiser à grande échelle bientôt. Donc, moi, je suis d'accord que, à mon avis, l'État-nation va être extrêmement challengé ce siècle-là. J'ai hâte, parce que j'en ai marre. Tout ça à cause du e-fuel. On va arrêter le concept de la nation à cause du e-fuel, ou grâce, ou j'en sais rien, ça dépend de votre point de vue. E-fuel, ça sonne un peu comme G-Fuel, ça sonne un peu comme... C'est une boisson énergétique, G-Fuel. Moi, c'est ça que j'entendais à la base. Est-ce que tu essaies de nous caler ton sponsor, là? Non, je ne calerai pas de sponsor. Il n'y a pas encore de sponsor et vous n'êtes pas d'accord avec les sponsors que j'essaie de ramener. Donc, il n'y aura pas de sponsor. Continuez de boire de l'eau, là. Continuez d'être nul avec votre eau. Alors que vous pourriez boire des trucs bien mieux. Bref. Tu me saoules avec tes boissons énergisantes. Bref, c'est pas grave. Mais bon, c'est quand même hyper drôle que tu nous parles de e-fuel qui ressemble vachement à G-Fuel, putain. Non? Mais je sais pas ce que c'est G-Fuel. G-Fuel, c'est la plus grosse boisson énergisante. Mais arrête de faire des sponsors. Mais c'est pas sponsor, là c'est gratuit. G-Fuel c'est une pub gratos, c'est cadeau. J'avais pas eu en tête comme sponsor. Bref, donc Martin, c'était ton petit ton petit recalibrage, ta petite découverte de septembre-octobre là sur l'écologie du coup. Qui veut enchaîner sur l'écologie? Moi j'ai ma petite transition. Vous savez de quoi je veux parler. Est-ce que vous voulez qu'on le fasse maintenant ou on se le garde un petit peu pour plus tard, comme vous voulez? Écoute, moi j'ai une petite news à caler, hein, si tu veux, juste avant. Alors, allez, petite news à caler juste avant, comme ça, on se garde le morceau un peu compliqué pour après. La dernière fois, j'avais mentionné le riz doré. Pour réexpliquer ça en 2 secondes, c'est un riz qui contient du bêta-carotène par modification génétique. Et donc, du coup, c'est un riz qui a une couleur dorée, qui est un petit peu orange. Et l'intérêt de ça, c'est qu'il a de la vitamine A et que donc, cela permettrait de résoudre... les millions d'enfants par an qui deviennent aveugles par carence en vitamine A. Voilà. Donc ça, c'était le riz doré, ça existe depuis 20 ans, et la mission qui n'a rien à voir avec le chanteur, qui n'est pas génétiquement modifié, Julien Doré. Ah, tu parlais de... Ok. Ah ouais. Alors toi, t'as entendu ça? Moi, j'ai entendu les enfants par an, alors que tu voulais dire enfants par an. Enfants par an, du coup je me suis dit, de quoi on parle là? Les enfants par an qui deviennent aveugles. J'étais là, je me suis dit, c'est quoi ce délire? Donc combien d'enfants par an expliquer. Ok, je vais me relancer, c'est pas grave. Reprends là où tu t'es arrêté, mais il y a combien d'enfants par an qui deviennent aveugles du coup à cause de malnutrition? 500 000. 500 000. Ouais. Et 50% meurent dans l'année après être devenus aveugles. Voilà. Okay. Donc malnutrition, problème de vitamine A, etc. Donc ouais. Oui, parce que quand l'œil déconne, après tous les organes aussi. Donc voilà. Donc il y avait donc ce riz doré là qui est sorti, et là il y a une petite news sympa que j'ai vu passer qui est sur une nouvelle variété de riz plus saine, donc génétiquement modifiée. À nouveau, c'est pour montrer que les OGM ne sont pas forcément du Monsanto. Il y a d'autres choses et c'est important d'en parler. Voilà, donc des chercheurs ont trouvé un grain qui permet d'avoir un indice glycémique plus bas, et donc avoir un riz qui est plus sain en fait, qui est moins sucré, qui provoque moins de diabète, moins de pics d'insuline. Et donc voilà, je trouvais ça intéressant de voir qu'à nouveau via le génie humain, on peut manipuler les espèces maintenant avec un niveau de détail hallucinant, et exactement en faire ce dont nous on a besoin. Donc au lieu de prendre ce qui existe déjà dans la nature
et d'avoir un long process de sélection qu'on fait très lentement, là, on peut directement intervenir et dire je veux de la vitamine A, je veux ci, je veux moins d'index glycémique, et designer la nature autour de nous, pour nous, quoi. Parce que tout à l'heure en off, tu nous partageais une stat qui était assez folle. Moi, je ne savais pas du tout. Tu nous disais qu'une énorme partie des diabétiques du monde venait d'Asie, en gros. C'est ça. J'ai plus exactement le chiffre en tête, mais il me semble que c'est quelque chose comme 80% des diabétiques dans le monde sont en Asie du Sud-Est. Et la consommation de riz, c'est la base de leur diète. De la pasta pas possible et tout. Alors eux, ils en consomment en quantité gigantesque, c'est ça? Beaucoup plus que nous? Je pense qu'on mange moins de pasta par jour que eux mangent du riz. Eux, le riz est à la base de tous leurs plats. Même leurs pâtes sont faites à base de riz. Donc, à mon avis... C'est vrai. Ok. Et c'est peut-être finalement plus sucré que le blé, j'en sais rien. Enfin, non, normalement, le riz est... Je suis pas un expert, mais c'est mieux de manger un bol de riz que des pâtes, en termes de diététique. Mais anyway. Comment on retombe là C'était la petite parenthèse sur cette histoire de riz. Donc, petite news sympa. Juste montrer que les OGM, il y a des choses intéressantes à faire là-dedans et qu'il faut décorréler ça un petit peu juste du mauvais exemple et montrer qu'il y a peut-être des usages intéressants et positifs des OGM, qu'il ne faut pas jeter cette technologie avec les mauvais exemples qu'on a en tête. Avec l'eau du bébé. Et moi, pardon, mais Tim, moi, je ne connais pas de mauvais exemples, ni vraiment de bons autant que toi sur les OGM, mais j'ai pas dans... nulle part j'ai vu catastrophe OGM créer tel ou tel problème. Enfin, il y a pas de catastrophe. Oui, ce qui s'est passé quand même, c'est des fiascos. Non, il n'y a pas eu de catastrophe spectaculaire, il n'y a pas eu de désastre écologique. Mais ce qui se passe par contre, c'est qu'effectivement aux États-Unis, quasiment tous les fermiers américains travaillent avec des OGM. Il y a quasiment plus de avec des semences à usage unique, là, c'est ça? Voilà. Et donc, si tu veux, il y a tout l'écosystème créé par Monsanto est assez étrange, puisqu'en fait, ils financent ton installation dans tes fermes, ils financent le matériel, ils financent les graines, ils financent tout. Et toi, en fait, t'es juste quasiment une sorte d'employé qui prend le risque sur tes épaules. Parce que, si tu veux, toute la dette est à ton nom, mais la production, elle est pour eux. Et donc, si vous voulez, Monsanto a pris un monopoly, en fait, via la génétique. La génétique leur a permis de prendre un monopole total sur l'agriculture américaine. Mais surtout qu'avant, le modèle d'un fermier, c'est qu'il fait sa production et puis cette production lui fournit les graines pour la prochaine production. Et en fait, je crois que du coup, avec Monsanto, ils ont coupé ce côté héréditaire là, et ils peuvent plus avoir de graines après, donc ils doivent racheter des graines l'année suivante à Monsanto en fait. Et ce qui nique un peu tout le concept des préceptes fermiers, quoi. Il faut bien se dire que s'ils le font, c'est qu'il y a un intérêt à la base. Ils le font pas parce qu'ils sont méchants. C'est-à-dire que si les fermiers s'y mettent, c'est bien parce que les structures, les avantages, la rentabilité, elle est supérieure. Les graines de Monsanto, elles peuvent résister au Roundup, qui est justement le pesticide que Monsanto crée à côté. Et que ce pesticide, il est extrêmement efficace. Il y a besoin de très très peu pour protéger ses récoltes. Et donc voilà, s'il y a un vrai intérêt... Moi, la vision que j'ai depuis que je suis gamin, parce que les OGM, j'ai grandi avec ce côté débile, moche et démoniaque. Mais du coup, dans la narrative que j'ai dans ma tête, c'est Monsanto qui ont eux-mêmes coupé ce processus héréditaire de la graine, enfin que tu puisses pas la récupérer, juste pour se faire plein de thunes. Je n'ai jamais eu l'autre pendant l'histoire qui est genre non, c'est parce qu'en fait ils sont obligés de te refiler des graines qu'ils produisent eux-mêmes parce que je sais pas ce qu'il qui faut se passe. comprendre. Est-ce qu'ils l'ont fait exprès ou pas en fait de couper la chique comme ça à la graine? Je pense, oui, mais la raison, elle est protéger leur technologie. Et voilà. C'est comme quand tu télécharges un film sur je sais pas, YouTube ou sur Amazon ou quoi, t'as des DRM dessus, tu peux pas faire 1000 copies. Oui. Là, mais voilà, mais donc eux-mêmes ils ont coupé un truc qui faisait l'agriculture de toutes les générations précédentes, quoi, à savoir qu'un fermier ils se reprend ses graines, quoi. Certes, mais en échange, ils t'offrent aussi une plante qui est supérieure. Ils te le vendent ça avec un pesticide, etc., qui font qu'au final, tu as une rentabilité énorme et une productivité complètement dingue. Mais après, voilà, ça nuit à la biodiversité parce qu'effectivement, maintenant, tous les agriculteurs américains font exactement le même maïs, le même blé, et qu'il n'y a plus toute cette diversité avec les milliers d'espèces qu'on avait avant. Donc,
Nous, en Europe, là-dessus, on a, par exemple, je sais pas, un blé italien n'est pas le même qu'un blé français, qui n'est pas le même qu'un blé ukrainien. Donc tout ça, c'est des variétés différentes, avec chacun des goûts différents. Donc, en français, c'est un Monsanto, en Italie, c'est un Monsanto. Putain, oh là là. Qu'est-ce qu'il y a Quoi non, j'ai fait une blague sur l'Italie. Mario Draghi. Eh oui, non, mais C'est la blague filée sur plusieurs épisodes. À chaque fois, il y a une référence à très bien, l'Italie, très c'est bien. tout. non, mais c'est mortel. Hein. Ce que tu fais, c'est vraiment c'est top, Ben. Mais en tout cas, voilà, si tu veux les OGM, effectivement, on peut mettre des DRM dedans, donc qui sont des systèmes de gestion de droits, mais les OGM peuvent être utilisés aussi à des fins beaucoup plus simples. Et même, je disais, par exemple, dans le cas du riz doré, c'est open source. C'est là, pour le coup, tu peux le planter, tu fais ce que tu veux, tu dois ça à personne. Donc voilà, c'est pour ça que je disais la technologie elle-même de modifier génétiquement des plantes est bonne. Et de toute façon, comme disait Martin l'autre fois, on le fait déjà depuis très longtemps, mais on le fait pas avec CRISPR. C'est juste qu'avant, on mélangeait, on prenait 2 graines l'une avec l'autre, on la mélangeait, ça faisait une sorte d'arbre bâtard. Voilà, les oranges à la base n'existent pas dans la nature. C'est un fruit complètement bâtard créé par l'humain. Ah ouais Tout est comme ça, bien sûr. Je suis choqué. Bien sûr. Mais Et que que ce ce soit, c'est immangeable. Le maïs, il est pas jaune du tout à la base. Ouais. Je crois qu'il est violet. Tout a été puis même sélectionné pour avoir plus d'énergie, produire plus facilement, être plus facile à manger, plus facile à cuire, etc. On a toute la nature qui nous entoure quasiment a été ingénierée et croisée à l'infini. Pour nous avantager, pour faire ce que nous, on a besoin. Et par exemple, je sais pas, mais les choux, par exemple, c'est la même plante que, je sais plus, le kale. Et c'est juste que dans un cas, on favorise les feuilles, dans l'autre cas, on favorise le bulbe, dans l'autre cas, on favorise les tiges. Et selon ça, en fait, on a différentes plantes. Mais à la base, tout ça, c'est juste la même plante qu'on a nous-mêmes modifiée via la sélection naturelle. Donc, Via le énormément de croisement. plantes, à la base, n'existent pas dans la nature. Donc l'humain, depuis toujours, de toute façon, façonné la nature pour ce qu'il arrange, ce qui est complètement normal. Fabuleux. Et cette graine-là qui va réduire le diabète, elle est déjà en cours. Et est-ce que justement ce riz-là, il a le même problème que Monsanto? Il s'est chopé ce DRM là en mode le riz c'est mort, tu te dupliques pas à l'infini. Comment Parce que Monsanto se sont fait vachement critiquer pour ça. Donc est-ce que les autres cas d'application des OGM à travers le monde ont suivi les mêmes plans? Celui-là, non, il m'a pas l'air d'être privé, puisqu'il était fait par l'Institut de recherche internationale du riz. Donc voilà. Au cas où, si vous savez pas, il y a des gens, littéralement, voilà, l'humanité, il y a des gens dédiés au riz, littéralement, faire de la recherche tous les jours. Mais il faut dire que 90% du riz consommé dans le monde est consommé en Asie du Sud-Est. Donc c'est énorme. 90% du riz, Asie du Sud-Est. Ouais. La région Asie-Pacifique, quoi. Ouais. Déjà, ils sont beaucoup dans cette région. C'est pas comme s'ils étaient. Bah oui. C'est déjà. Oui, ils sont beaucoup. 3 milliards de personnes. Et en plus, ils en bouffent vraiment à 3 repas par jour et dans un peu toutes les recettes, effectivement. Donc, ouais. Et là-bas, effectivement, ils ont une crise de diabète de type 2, ils ont des crises comment on appelle ça, de problèmes cardiovasculaires qui sont liés à la consommation de riz. Parce que quand tu consommes du riz, t'as le sucre sanguin, le sucre dans le sang explose à ce moment-là. Et donc, il y a quand même un truc de diabète énormément. Qui me perturbe dans ce que tu dis. Genre, par exemple, les États-Unis, ils passent leur vie à bouffer des giga-burgers dégueulasses et pour être allés pas mal en Asie du Sud-Est, Indonésie, Singapour, Japon, ça doit en faire partie, ils ont des styles de vie et une alimentation qui est relativement stylée comparé à ce qu'on peut retrouver dans nos pays et aux États-Unis. Donc, je suis étonné qu'ils aient à ce point du diabète et que ça vienne du riz, mais c'est ce que disaient les rechercheurs. Non, mais si les chercheurs l'ont dit, alors c'est bon. Non, mais c'est juste, c'est étonnant. Je dis pas que j'y crois Donc, pas. voilà. En tout cas, ils créent un riz qui est diabète friendly. Voilà, un riz qui permettrait d'en manger sans se sentir coupable, sans aggraver ses risques de diabète. Ouais. Et voilà, c'est une bonne chose, tout simplement. Absolument. Le mec qui se sent coupable de manger du riz. Oh, le truc, la vie horrible. Qui s'est senti coupable de ça? Mais non, parce que Tim, il vient de dire pouvoir manger du riz sans se sentir coupable. Si t'as du diabète, oui. Oui, j'ai compris. Donc, anyway. Bon, les amis, l'heure est grave. Oui, Ben, parce qu'as-tu à nous que dire ressentons les choses. il nous reste un sujet à aborder et il nous reste peu de temps.
Et ce sujet a aussi un lien avec la nourriture, avec le fait de s'alimenter, avec aussi l'écologie, avec tout ça. C'est mon plus gros calibrage, c'est ma plus grande découverte de septembre. Je suis encore choqué, je suis encore tremblant, pantelant, c'est le terme que je cherchais. Ça n'existe pas, pantelant. C'est pas Le matin, tu te lèves, t'enfiles quoi? Un pantalon, mais pas un pantelant. Non, mais- Un pantalon. Non mais mec. Non mais t'es insupportable. pantelant, non mais pantelant ça existe. Attends, j'étais pantelant. Mais mec, ça existe. Tu sais pas parler français, c'était infernal. Pantelant, qui respire. Chers auditeurs, qui veuillez nous respire. excuser. Attends, mais Martin, pantelant, définition du Robert, qui respire avec peine, convulsivement, haletant, suffoqué d'émotion. J'étais pantelant. Ok, pardon. Ce matin, je me suis levé, j'ai mis mon pantalon. Donc, j'étais. Tiens, tu m'as coupé dans mon empoulage de fou là. J'allais amener le thème. Bref, Pardon, j'ai reprends. appris très récemment. Déjà, il y a 3 ans, j'ai appris que manger bio, etc., c'était pas nécessairement ce qui était le meilleur pour la terre, c'était pas nécessairement ce qui était le plus optimisé, qui avait le moins d'impact sur l'environnement, le meilleur pour le corps, etc. J'ai appris il y a 3 ans, par une vidéo de Kurt Skuzzart, que ce qu'il fallait faire, c'était manger de saison et local. Et donc moi, ça a été un petit peu mon précepte pendant ces 3 dernières années. Je me Si suis dit, bon, possible aussi, Ben, en biodynamie, en fonction des cycles lunaires. non, j'avais pas tout ce merdier là. Ah non. J'avais juste, moi, mon motto, c'était vraiment seasonal et local. Et vraiment, ce côté Bien sûr, local. Je conspue la biodynamie au plus haut point. I know, Martin, je le sais. Donc, moi, je croyais ça, et donc je Non, mettais ben, l'accent je peux te là-dessus. couper encore, pardon. Ouais, je vais péter un plomb. Si tu refais ça, je vais devenir pantelant. Non, je rigole, vais je devenir rigole. pantelant, Vas-y, regarde. vas-y. J'arrête, promis, j'arrête. C'est juste, je voulais troller un peu. J'ai trouvé ça un peu drôle. Apparemment, faire les choses locales n'est pas nécessairement la chose la plus adaptée pour l'écosystème, pour les gaz à effet de serre. En fait, l'argument qui dit que manger local c'est bon pour les gaz à effet de serre parce que t'évites du coup les transports, c'est pas un argument nécessairement recevable parce que il y a des graphismes qui sont sortis, des études qui sont sorties qui montrent que finalement dans la production des aliments, dans la production de la nourriture que vous ingérez, finalement la proportion allouée au transport, elle est toute petite dans l'émission totale de gaz à effet de serre de votre aliment. La proportion liée au transport est toute petite. Pourquoi ? Parce que c'est la proportion qui est la plus optimisée de toutes. Et c'est le reste de toute la chaîne de production de votre aliment qu'il faudrait optimiser au maximum. Et moi, ça m'a choqué, tu vois, j'étais un peu sur le cul. Et en gros, un exemple de l'article, tout cet article, tout ce thread que j'ai lu sur Twitter, c'était un thread par CobraFX, qui est un mec qui partage souvent des trucs, Cobra Effect, qui partage souvent des choses qui, moi, me font vachement réfléchir. Et souvent, quand je vois un de ces threads, je vais direct parler avec ChatGPT en mode attends, c'est vrai ce qu'il raconte là parce que ça me semble complètement fou. Et ChatGPT m'aide un petit peu à repeser le vrai du faux. Enfin, c'est jamais faux, c'est juste il aide un peu à pondérer, on va dire, les choses, mais c'est giga intéressant. Et là, cette étude n'a pas manqué à ça. Je l'ai envoyé directement à ChatGPT et ChatGPT m'a fait un petit résumé de ce thread. Et en gros, le truc qui résume bien l'idée, c'est une tomate espagnole a un bilan carbone bien meilleur qu'une tomate bretonne sous serre chauffée. Et moi, depuis que je suis tout petit, on m'a toujours dit mais il faut pas acheter des trucs qui viennent d'Espagne ou quoi que ce soit, faut acheter des trucs de France et tout. Ben, en fait, si en Espagne, ils ont un climat beaucoup mieux fait pour faire pousser les tomates et qu'au final, faire acheminer la tomate en France, ça coûte pas grand-chose et ça consomme pas grand-chose en gaz à effet de serre, et que la tomate, au final, elle est meilleure et qu'elle a coûté moins cher à produire et qu'elle t'est vendue moins cher, ben, allons-y, quoi. Achetons la tomate espagnole. Bah oui. Voilà. Mais vas-y, Tim. Bah, ça montre bien qu'il y a un tas d'ordres de grandeur comme ça qu'on a complètement de travers. De base, dans nos intuitions, on a grandi avec attention à l'eau quand tu te brosses les dents, des choses comme ça, alors que c'est absolument pas là que ça compte. Ce n'est pas ce genre de petites économies qui comptent. Et donc de la même façon, moi aussi j'étais choqué quand j'étais petit en apprenant qu'un pot de yaourt faisait 7000 km avant d'arriver en France. Mais à nouveau, comme tu le dis, il vaut mieux transporter un tanker d'Espagne qui va nous amener ça, ou quelques camions, que faire chauffer des tomates en Bretagne sous serre.
Et c'est des paradoxes assez intéressants et ça montre que les ordres de grandeur, on les a pas du tout correctement et il faut se recalibrer pour pouvoir mettre ça correctement et prioriser vraiment là où il faut intervenir, là où est-ce qu'il faut vraiment faire les économies ou pas. De la même façon, je sais pas, le changement climatique, on pense à réduire nos effets de serre, nos émissions de CO2 en France. Dans la priorité qu'il faut mettre aux choses, par exemple, on essaie d'optimiser le CO2 français alors qu'en fait... ce serait largement plus facile d'aller aider les Polonais, par exemple, à réduire leurs émissions de CO2. Ce serait largement moins coûteux, largement plus facile et largement plus efficace pour le climat général sur Terre de faire ça. Plutôt que nous essayer de gratter les quelques grammes alors qu'on est déjà extrêmement optimisé. Donc en fait, ces ordres de grandeur, ça montre bien qu'on les a pas correctement. Et ce que tu dis là, c'est un très bon exemple. Tout à fait. Et juste pour citer un chiffre précis qui venait de l'étude de Pierre Desrochers et de Hiroko Shimizu, 83% des émissions de gaz à effet de serre viennent de la production et non du transport. Donc en fait, voilà, s'il y a vraiment un truc à optimiser, c'est où est-ce qu'on envoie produire nos choses, comment on peut les produire plus efficacement, comment on peut réduire tout ça, etc. Et ça serait fabuleux. Tu trouves pas ça hyper intéressant que... Tu vois, ça montre bien que le globalisme, enfin les gens, pour eux, le globalisme, c'est le mal. Tu vois, le fait que l'humanité coopère à très grande échelle. Mais en vrai, c'est ce qui nous permet de se spécialiser. Et que donc les gens qui sont sur un territoire où certaines ressources, comme, je sais pas, le soleil par exemple, ou le vent, s'ils en bénéficient, ils se spécialisent là-dedans, tant mieux. Et après, ils en font bénéficier au reste du monde. Et le localisme, en fait, ça veut dire on fait tout nous-mêmes, localement. Mais pour tout faire soi-même localement, soit tu es obligé d'importer des choses, soit tu es obligé de artificialiser ton soleil si t'en as pas, tu fais des serres. Et donc c'est un problème en fait. C'est largement artisanat. Tu fais tout de manière artisanale, tout prend beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie, tout le monde est bien plus sûr. Pauvre. Et du coup, tu vends les choses plus chères, etc. Et puis si t'es breton, tu peux plus manger de tomates. Bien sûr. C'est problématique. Mais surtout, oui, enfin. Ça, c'est dans un monde team où tout se passe bien et qu'on se fait pas la guerre et qu'il n'y a pas de blocus et que tout se passe bien, tu vois. Et c'est vrai que du coup, si du jour au lendemain, il y a des problèmes et que les nations se recentrent un petit peu sur elles-mêmes, on se retrouve avec plus de tomates, on se retrouve avec plus de problèmes, etc. Donc, c'est un des contre-arguments de tout ce thread-là. Ça dit que c'est bien d'avoir un petit peu de protectionnisme, un peu de souveraineté. De temps en temps, ça fait pas de mal. Et donc, c'est vrai que c'est un peu dur aujourd'hui de balancer entre les deux, entre la souveraineté qui fait que t'es pas trop dans la merde si tout s'arrête. Oui, mais si c'est toi qui as installé toutes les centrales nucléaires et qui détient le savoir-faire, etc. dans tel pays, et que ce pays te dit je te veux plus te livrer de tomates, tu lui dis je vais plus te livrer de pièces pour tes centrales nucléaires. Ça. Et du coup, il va te dire mais en fait, je vais te livrer plein de tomates. Et du coup, tu vois. Non, mais c'est une simplification, mais Martin a raison. En fait, plus on est liés les uns les autres, plus nos économies, elles sont tight. Moins on peut se faire la guerre en fait, parce que en fait on dépend tellement les uns des autres. Je sais pas, mais ta main gauche elle fait pas la guerre à la main droite, c'est pas dans son intérêt en fait. Tes poumons font pas la guerre à ton foie. J'ai adoré l'image. J'ai imaginé trop de choses avec les mains gauches. Mais parce que ce que je veux dire par là, c'est qu'on fait tous partie d'un seul organisme en fait. L'humanité aujourd'hui c'est un système interconnecté. Et effectivement, il y a des pays qui se spécialisent comme des organes en fait, et qui se disent moi je m'occupe de ça, moi je m'occupe de ça, moi je fais pousser ça parce que je suis au soleil, moi je suis dans le nord, moi j'ai masse pétrole, je le donne au reste du monde. Voilà, l'Arabie Saoudite, ils se sont dit nous on a masse pétrole, on va l'exporter, c'est la ressource qu'on a. Et le monde entier en bénéficie, c'est ce qui fait tourner nos camions et nos bagnoles. Et donc c'est important que chaque pays se spécialise dans sa force, si tu veux. Et moins on fait ça, et plus on essaie de dépendre que de ce qu'on a localement. Je trouve ça dingue en fait de voir que quelque part l'extrême gauche et l'extrême droite se retrouvent là-dessus en fait. Les deux ont une vision... alors déjà que le sujet de Ben il était touchy, alors là tu nous envoies dans la même phrase l'extrême gauche et l'extrême droite. Mais je vais l'expliquer. C'est neutre. Le local, c'est neutre du coup. Et oui, ce que je veux dire c'est que neutre. Le local, cette vision qu'il faut être local. Pour moi, c'est parce que l'extrême gauche et l'extrême droite, les deux ont peur du globalisme. Ils ont peur du monde interconnecté, de l'espèce d'uniformisation. Ils ont peur qu'on perde ce qui fait qu'on est unique et spécial sur un territoire. Et certes, c'est vrai, mais regardez, en France, avant Napoléon, il y avait, 4000 patois. Et puis à un moment, on a tout uniformisé, et on parle tous français, et puis terminé. Oui, on y perd. Mais ce qu'on a gagné, c'est qu'on a gagné en interopérabilité. C'est-à-dire que maintenant, on peut tous communiquer facilement parce qu'on s'est mis à jour. Et aujourd'hui, l'anglais est en train de devenir un langage global dans le monde et permet de fluidifier les communications entre nous tous. Si on n'avait pas l'anglais, si on n'avait pas de langue d'interface comme ça entre tous nos pays, ce serait beaucoup plus compliqué d'échanger. On devrait tous apprendre l'allemand. Faire du business à l'échelle européenne, c'est déjà super compliqué avec l'anglais.
On rejoint l'idée de faire un territoire unifié en Europe, ce dont on parlait dans l'épisode sur l'Europe. Donc voilà, ouais. Tu parlais des transports du coup, mais truc intéressant dans les transports, c'est que ça montre bien aussi l'efficacité des supertankers. Parce que ces livraisons, les denrées en fait, quand elles traversent dans le monde, elles sont faites par ces tankers qui transportent des millions de tonnes à la fois de marchandises. Et on ne se rend pas compte de niveau hallucinant de génie humain, encore une fois, et d'ingénierie qui nous permet d'arriver à ça. Ce qui fait que même si tu transportes, je sais pas, 1000 tonnes de tomates, tu vois, d'Espagne toutes les semaines, c'est rien, ça va être 2 containers, tu vois, sur un cargo qui va trimballer des milliers de containers. Et du coup, effectivement, certes, un tanker comme ça, c'est l'équivalent d'1 million de bagnoles en émissions de CO2, mais c'est largement plus optimisé que si c'était l'équivalent en camion ou en bagnole ou encore une fois de faire pousser ça localement. T'es sûr de ta stat, c'est pas l'équivalent de 1 million de puissance moteur de bagnole et une fraction de ce million en pollution? Alors, c'est pire que ça. C'est l'équivalent de 50 millions de bagnoles. Un giga cargo, là, c'est l'équivalent. Oui, pardon, c'est quasiment toutes les bagnoles d'un pays, de la France. En pollution? Mais il y a 16. Les 16 plus gros bateaux du monde font tout le CO2. Juste 16 véhicules. Ils font tout le CO2 de toutes les bagnoles du monde entier. Mais des cargos Attends, des cargos qui transportent de la marchandise les 16, ou des oui. Ah oui, non, c'est des cargos de marchandises. Mais donc, ils transportent... Donc, ils font autant de... Les 16 plus gros cargos au monde font tout le CO2 de toutes les bagnoles du monde. Ouais. Et je sais que ça paraît dingue, mais à nouveau, s'il fallait faire tout ça en bagnole ou en camion, il faudrait doubler le nombre de camions qu'on a sur Terre, voire tripler ou quadrupler, tu vois. Ou alors faire ça par train, ou je sais pas, mais on n'a pas l'infrastructure pour le faire. Les bateaux, on se rend pas compte, mais c'est un système hyper efficace parce que l'eau porte le poids, en fait. Donc il y a juste à pousser, mais fondamentalement, on glisse sur l'eau, tu vois. C'est beaucoup plus efficace que de rouler en termes d'énergie. Donc, Et de toute manière, ces marchandises, on a besoin de les faire circuler dans ce monde-là, à moins que tout le monde rebouffe local et refont son truc local, il n'y a plus besoin de... Oui, mais si on faisait que du local, t'as plus d'ananas, t'as plus de chocolat, t'as plus de café, t'as plus de thé, t'as plus rien. Mais donc, du coup, Tim, ça pollue énormément, mais ça en termes d'efficacité, c'est encore plus exponentiellement beaucoup plus efficace. S'il fallait faire cet équivalent-là avec des systèmes de transport à roues, ça coûterait largement plus, à mon avis, en CO2 que tel qu'on fait via des tankers. Donc en fait, je sais que de base, on se dit, oh là là, ces tankers polluent énormément, mais en fait, fondamentalement, ça reste plus optimisé et ça nous permet d'avoir ça dans le monde. Mais la dernière news intéressante, c'est que sur ces tankers-là, justement, fondamentalement, on pourrait se passer du CO2 sur ces tankers-là. Et pour ça, il suffirait qu'on les fasse tourner à l'énergie nucléaire, encore une fois. Je veux dire, après tout, si on regarde l'armée française, tous les gros véhicules, les porte-avions, Charles de Gaulle, etc., tournent au nucléaire. Dedans, il y a une centrale nucléaire dans le porte-avions, ce qui fait qu'il peut rester 1 an, 2 ans en eau, sans besoin d'aller se recharger en fuel tous les 3 mois. Donc toutes les grosses armées, aujourd'hui, les sous-marins, etc., sont nucléaires. Et on pourrait très bien avoir du civil, des bateaux civils nucléaires. Il y en avait un. Il y a au siècle dernier. On l'a plus depuis les années 60, comme d'habitude, c'est genre comme le Concorde. Voilà. On avait une capacité, on l'a perdue par pure. Mais les Russes en ont un. Oui. Ils ont un bateau central qui est fait pour alimenter des villes très remotes, et c'est une centrale nucléaire flottante, c'est un bateau. J'essaie de retrouver le nom. Oui, mais parce qu'il est fait pour l'énergie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a juste un acheminement de marchandises, ou même par exemple, même de touristes, éventuellement, tu vois. On pourrait avoir des croisières. Par exemple, être sur une croisière, c'est extrêmement polluant. Pour soi, on se rend pas compte, on pense que c'est clean, on est dans l'océan, mais en fait, c'est un des endroits les plus pollués d'être sur une croisière. C'est absolument infâme. En particules, tu as plus de particules, de fines particules quand tu es sur une croisière que si tu es à Paris, par exemple. Donc c'est complètement hallucinant. En ordre de grandeur, encore une fois, on n'a pas les choses correctement calibrées dans la tête, mais pourtant c'est le cas. Donc là où je voulais en arriver, c'est que le jour, effectivement, où on le fait, d'ailleurs, voilà, ce que je voulais dire, c'est que les Chinois le font. Ils sont en train de finalement faire le premier tanker qui tourne pas donc sur du fuel, mais qui tourne avec une centrale nucléaire à l'intérieur. Du coup, 0 CO2. C'est fou. Et là, dans ce cas, c'est incroyable. Voilà, un tanker qui coûte 50 millions de véhicules aujourd'hui, en CO2, ben d'un coup, 0. Quasiment rien, en tout cas.
Et voilà. Et à nouveau, je sais que ça fait peur le nucléaire. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on avait arrêté au XXe siècle. Il y avait donc un paquebot de test à l'époque qui avait été fait. Et il avait été arrêté parce que tous les ports ne voulaient pas ce tanker chez eux. Et donc, ils ont tous freiné, ils ont dit « Ah non, vous arrêtez pas chez nous, on a peur ». Les gens pensaient que ça pouvait exploser, ils avaient cette peur terrible. Mais comme aujourd'hui, on a des nouveaux types de réacteurs à sel fondu, ce qu'on appelle, donc des molten salt reactors, qui sont beaucoup plus safe. Et ça, au cas où il y a un problème, imaginons qu'il coule, ou même imaginons que ça se prenne un missile, il faut savoir que ça tombe dans l'eau, il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de surcharge, de surchauffe ou quoi que ce soit, juste ça s'éteint tranquillement. Et il faut savoir que la radioactivité dans l'eau ne se transmet quasiment pas, puisque tout de suite, les particules sont arrêtées par l'eau. C'est pour ça que les réacteurs nucléaires, ils sont dans des bassins d'eau et on peut marcher au-dessus et c'est safe. Il n'y a pas de problème. L'eau arrête littéralement la radioactivité. Donc, c'est faisable. Il y a moyen de résoudre ce problème assez facilement si on s'y mettait. Après tout, c'est que 16 tankers dans le monde, tu vois. 16 tankers à changer, on peut le faire en 15 ans si on veut. Mais il faut qu'on s'y mette. Voilà. C'était la petite news positive. Et si je peux ajouter un truc à propos des tankers, il y a une start-up française que j'aime bien qui s'appelle Wissamo, qui appartient à Michelin, ou qui est une filiale de Michelin, où Michelin est peut-être le plus gros shareholder, le plus gros investisseur. Et ils font des voiles qui se télescopent et qui peuvent s'installer hyper facilement en plug and play sur tout un tas de bateaux et qui peuvent se rabaisser pour passer les ponts, les trucs comme ça, etc. Et qui aurait une efficacité énergétique qui améliorerait de 15-20% selon les conditions. Le truc. Il y a aussi d'autres startups qui font des sortes comme des sortes de cerfs-volants que tu attaches à l'avant du bateau et tout. Donc il y a pas mal d'optimisations qui sont. Il y a même aussi, cette nouvelle forme d'hélice, je crois que tu me l'avais envoyé une fois. On a trouvé une nouvelle forme d'hélice. La forme est ouf. Je me souviens plus du tout. Une hélice en 3D et du coup cette hélice effectivement elle a un rendement bien meilleur que les hélices habituelles. Elle c'est utilisé maintenant sur des drones. Ouais. Les gars, moi j'ai une dernière question pour conclure. On faudrait qu'on fasse en 5 minutes. C'est quoi votre mécanisme, vous, quand sur Twitter par exemple vous voyez passer comme ça des news qui sont peut-être trop belle pour y croire ou qui bouscule à ce point vos croyances? Parce que typiquement, moi, c'est le cas avec ce truc sur le manger local. Moi, je vous promets, ça m'a foutu une patate dans la gueule, quoi. Genre, je dis non, c'est pas possible. C'est mes préceptes de vie qui s'écroulent là. Qu'est-ce qu'il en est? Donc en fait, quels sont vos mécanismes de défense face à ça? Moi, quand je vois une news comme ça, instantanément, déjà, je regarde les commentaires, j'essaie de voir s'il y a des gens qui sont contre cette opinion et si c'est des gens qui ont un certain poids dans une certaine crédibilité pour parler de ça, etc. Donc j'essaie de voir un petit peu les coms. Après, j'en parle avec ChatGPT à fond. Ça, c'est lui qui me démêle les choses. Mais tu peux jamais vraiment savoir si c'est vrai ou pas, s'il te manque l'avis d'un spécialiste, s'il te manque un truc de ouf. C'est un fou de poser cette question. C'est pas du tout une conclusion. Là, on peut parler avec Tim. Non, on le fait en 5 minutes. On le fait en 5 minutes. On le fait en 5 minutes et au pire, ça ouvre la porte vers un nouvel épisode qui sortira plus tard. Est-ce qu'on se garde ce sujet-là pour un... J'ai un petit truc. Déjà, se recalibrer, effectivement, c'est hyper douloureux. En neurosciences, ça a été testé. Et donc, quand on apprend une nouvelle information qui contredit la structure de notre cerveau actuel, ça demande un coup, si tu veux. Parce qu'en fait, c'est-à-dire qu'il faut rebrancher les neurones différemment. Donc, il y a vraiment un coup physique de se recalibrer mentalement. Et d'ailleurs, ça active, pour vous dire, en neurosciences, ça active même les mêmes mécanismes que voir un prédateur ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est considéré comme un danger par le corps de voir quelque chose qui contredit ce que l'on connaît déjà. Donc à mon avis, d'où la difficulté qu'ont beaucoup de gens à se recalibrer quand ils voient des news. Et après, ce dont tu parles là, c'est ce qu'on appelle l'épistémologie, c'est-à-dire quels sont les principes que l'on utilise pour discerner le vrai du faux, quoi. Et la plupart des gens, effectivement, n'ont aucune épistémologie. C'est un truc qu'on n'apprend pas du tout à l'école, en fait. À l'école, on dit toujours le sens critique, etc., avoir un esprit critique. Mais en vrai, on devrait faire des cours d'épistémologie, en fait. Être capable de trier le bon grain de livret. Et pour moi, par exemple, il y a énormément de biais. Tu te disais, par exemple, te fier à des gens qui sont crédibles. Mais moi, par exemple, ça m'est arrivé de me planter plusieurs fois comme ça. À l'époque du Covid, je vois Didier Raoult. Alors aujourd'hui, on rigole bien, c'est marrant et tout. Mais à l'époque, Didier Raoult, il était considéré numéro 1 expert mondial sur les communicable diseases. C'était un expert en coronavirus, machin, etc. Donc moi, je l'écoute et le mec, il dit, bon non, ça c'est en Chine, le Covid n'arrivera jamais, etc. Bon, aujourd'hui, Raoult, c'est la risée du monde.
Et ça montre bien que ça, c'est un biais qu'on peut avoir assez facile, c'est se fier à l'autorité, quoi, ou se fier au credentialisme. C'est-à-dire quelqu'un a un diplôme, ou quelqu'un a un rôle. Souvent, les gens se plantent. T'as même des prix Nobel qui disent n'importe quoi. Par exemple, il y a un très grand prix Nobel qui a travaillé, il me semble, sur l'ADN, je crois que c'est ça, et qui croit à la mémoire de l'eau et à l'homéopathie, par exemple, des choses comme ça. En fait, quand je vois une news qu'une fois, j'y crois pas forcément. Pour moi, j'attends qu'il y ait une sorte de répétition, j'attends de voir que d'autres personnes en parlent 3, 4, 5 fois, de plusieurs labos concordent dans la même direction. Et puis après, il faut accepter que c'est peut-être... la science, c'est jamais une vérité finale, en fait, puisque chaque fois qu'on trouve quelque chose, on finit par trouver une autre vérité qui englobe la précédente. Donc quand Newton développe la mécanique newtonienne, plus tard il y a Einstein qui développe la relativité qui englobe la physique newtonienne. Et maintenant on va trouver quelque chose qui va au-delà de la relativité avec peut-être la théorie des cordes, le quantique, je sais pas. Je voulais juste dire qu'il faut accepter que le savoir c'est du work in progress. Et que finalement en fait il faut pas trop s'accrocher en fait à des idées qu'on a déjà. Le savoir qu'on a, il faut être reconfigurable et malléable et il faut se laisser aller. Et puis, à mon avis, c'est particulièrement quand ça contredit ce qu'on pense déjà, c'est particulièrement là qu'il faut se méfier de ce qu'on pense, à mon avis. Quand on voit quelque chose qui est vraiment contradictoire ou contre-intuitif, c'est là, à mon avis, qu'il faut aller vraiment faire de la recherche. Aller dedans et se dire, attends, pourquoi je pense ça ? Est-ce que c'est vrai ou pas ? Typiquement là, pour le manger local. Typiquement. Voilà. Martin, tu as 2 minutes pour nous dire des belles choses. 2 trucs qu'a dit plus ou moins Tim, c'est pour pouvoir être alerté de quelque chose qui est contre-intuitif, il faut que tu aies quand même déjà une base de connaissances où tu es suffisamment sûr de toi, où tu as suffisamment confiance dans un certain nombre de certitudes que tu t'es créées. Alors, ce qui pose le biais inverse, c'est que du coup, si dans ta base de connaissances à toi, dans ton logiciel, en fait, ton corpus de pensée, il y a des énormités, tu vas avoir quelques problèmes. Mais globalement, à force de t'intéresser, tu construis une sorte de structure de pensée. Et donc ça te permet de décoder certaines choses. Et l'autre problème que tu as, c'est que tu ne vis qu'un peu moins qu'une centaine d'années. Et en plus, plus tu vieillis, plus tu fatigues, et ton cerveau aussi. Donc tu peux pas acquérir tout le savoir en toi. Tu peux pas être sûr, tu peux pas étudier toute la philosophie, toutes les sciences. Il faut déléguer. Et voilà, et t'as ce principe de délégation. Alors moi, je fais aussi une sélection de gens où je me dis, cette personne, j'ai 90% de certitude dans sa bienveillance, son érudition et son expertise sur un sujet précis. Et de la même manière, il y a d'autres gens qui peuvent être parfois très pertinents, mais dont je vais me mettre à douter de leur sincérité et très souvent de leur entre guillemets business model. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner à dire ce qu'ils disent, tu vois. Et donc je fais aussi attention à ça, et je me construis aussi une sorte d'écosystème de gens dans lequel d'ailleurs et comme l'a expliqué Tim à propos de Raoult, ma confiance fluctue énormément, tu vois. Ouais, et t'as un capital de confiance à diverses personnes. Tu sais que lui, tu peux vraiment trust à fond. Moi, jusque-là, Kurt Skozart, c'était un truc à qui j'avais 100% de capital de confiance. Dernièrement, ça réduit un petit peu par quelques découvertes que j'ai faites. Et Tim aussi et tout, ça réduit un peu. Bon, je reste quand même 90%. Je vais les écouter, tu vois. C'est quand même solide, tu vois. Mais c'est vrai que cette fluctuation de la confiance que tu accordes à des pairs que tu estimes et qui ont prouvé maintes et maintes fois qu'ils étaient dans le juste, cette confiance-là peut fluctuer en effet. Mais j'aime bien cette idée d'avoir son pôle de gens à qui tu accordes cette confiance, à qui tu délègues cette confiance, parce que de toute manière, tu peux pas tout savoir toi-même. Et ça va être, si tu veux, mon mot de la fin, c'est que il faut éviter à tout prix d'être dogmatique. C'est-à-dire que dès que tu es dogmatique, tu deviens tout de suite, tu deviens une version merdique de toi, parce que en fait tu deviens une sorte de robot. Développe un tout petit peu ce qui est être dogmatique en deux phrases. Dogmatique, c'est avoir des convictions finies. C'est-à-dire que tu dis, j'ai tel principe. Les gens qui sont anti-nucléaires sont souvent très dogmatiques. C'est-à-dire qu'aucun argument rationnel ne peut les toucher parce que ils sont persuadés que quoi qu'il arrive, c'est le mal absolu. Les dogmes, à la base, c'est plutôt des choses religieuses. Si tu crois en quelque chose, tu peux y croire indéfiniment, peu importe les arguments qu'on t'amène. Si tu crois en Dieu, tu crois en Dieu. Tu vois, on va pas dire ben non, Dieu n'existe pas. Tu dis je crois en Dieu, laisse-moi. Je suis dogmatique. Donc j'ai une précision là-dessus, c'est qu'en gros,
si tu demandes le pourquoi de quelque chose, et que après tu demandes, en fait, après 10 niveaux de pourquoi, tu arrives à un axiome généralement. L'axiome, c'est ta pensée où il n'y a pas moyen de remonter plus haut. Tu vois, genre pourquoi on 1 plus 1 égale 2, point. Là, c'est l'axiome. Voilà. Et quand tu arrives à l'axiome des gens, généralement, c'est là que tu vois que leur pensée, elle se tient soit sur une religion, soit sur, je sais pas. Mais quand on parle de religion, c'est sous le sens large. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, l'humain est un cancer, c'est une religion aujourd'hui. Il y a des gens qui pensent ça. Il y a des gens qui pensent que l'humain est une sorte de maladie horrible sur Terre. Donc, quand tu arrives à l'axiome de quelqu'un et que tu te rends compte que ça, c'est leur pensée finale, qui se cache derrière toutes les autres pensées, et ben d'un coup, tu te rends compte que ils vont agir que dans cette direction et qu'ils n'ont pas de vraie sincérité, en fait. Ils sont pas à la recherche de la vérité. Ils sont juste là en mode soldat de leur axiome, de leur idéologie, de leur dogme. Attendez, et juste un dernier truc. Est-ce qu'on peut avoir juste un dernier truc avant de finir, que sur une note un peu plus légère? Et après, promis, on peut arrêter. Mais moi, il y a une question, un problème que je me suis posé et que j'arrive pas tout à fait à résoudre, et je voudrais que vous m'aidiez à le faire. Je vous pose le problème. À chaque podcast, Ben, il a la même chemise. Les podcasts, ils durent à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Normalement, on porte une chemise une douzaine d'heures dans la journée. Donc la question, c'est à quelle fréquence Ben lave sa chemise s'il la retire et il ne la met que pour les podcasts, tu vois. Est-ce qu'il la lave à chaque podcast ou est-ce qu'il va attendre 4, 5, 6 podcasts pour atteindre une moyenne de 12 heures et là, il a intérêt à laver, ce qui rendrait son action efficace en termes énergétiques. Voilà. Eh bien, sachez Ben, sachez que je vous notifierai quand je lave cette chemise pour la première fois. Donc elle n'est pas lavée encore. Elle n'est pas partie une seule fois à la machine parce qu'une fois que le podcast se termine, je l'enlève et je la pose sur le lit qui est derrière mon ordi, il y a un lit. Je pose ma chemise ici et je ne la touche plus jusqu'au podcast suivant. Et il faut savoir que je suis un homme sur cette planète qui ne sue pas. Je ne suis pas une goutte, je ne dégage aucun liquide de mon corps. Vraiment, ça tu as pu le voir Martin en exécution et beaucoup de gens au sport ont pu le voir, je ne suis pas, je ne transpire quasiment pas. Donc j'ai l'idée, saugrenue peut-être, de pouvoir porter cette chemise quasiment pendant toute la saison de charge positive sans jamais n'avoir à la laver une seule fois. Je vous dirai si je la lave. En tout cas, ça m'aidera tes réponses m'aideront à dormir ce soir. Parce que c'était vraiment une question que je me posais. T'as bien fait, Martin. Non, mais c'est bien, comme ça, tu fites dans ton rôle de hippie du podcast, tu vois, donc c'est parfait. Moi, j'économise. C'est le hippie, c'est le seul qui a une chemise un peu stylée et tout. que je mets que pour ce podcast, d'ailleurs, c'est un truc de fou. Hein. Je sais pas pourquoi, ce podcast, j'ai envie de le faire propre et sérieux. Enfin, pas nécessairement propre, parce qu'on sait maintenant que cette chemise n'est jamais lavée, mais sérieux en tout cas, j'ai envie de le faire sérieux. Les amis, c'était les Moustecs. Putain, ça, je m'y fais toujours pas à ce terme. C'était les Moustecs, c'était un génial podcast, j'ai adoré. On était censé savoir dès maintenant avec quel podcast on enchaîne la semaine prochaine, mais on va parler de ça en off et on vous tiendra au courant. On enchaîne avec un podcast dans 2 semaines, sortie bimensuelle. Donnez-nous vos amis, lâchez vos commentaires, encore une fois, c'est génial. Faites comme le père de Tim, lâchez-nous des commentaires qui font plaisir sur YouTube ou sur Spotify. Ça nous fait grandir. Merci à tous. Ciao. Ciao. Il a refait comme la dernière fois, je le déteste.